Je m'appelle Anna, et je n'ai jamais été du genre à me lancer dans des aventures impulsives. Mais cette fois, quelque chose était différent. Vinicius avait cette manière de parler, de m'écrire. C'était comme si, à travers l'écran, il savait exactement comment me faire sentir vu, entendu, désiré. Nous avons commencé à discuter sur une application de rencontre il y a environ 6 semaines. D'abord, c'était des messages simples, un bonjour ici, un compliment là. Puis les conversations sont devenues plus longues, plus profondes. On parlait de tout. De musique, de films, de solitude aussi. Il avait ce charme calme, une voix grave et douce dans les messages vocaux, et un regard perçant sur ses photos. Du moins, je croyais que c'était lui. Il me racontait qu'il vivait dans la ville, mais qu'il aimait s'échapper de temps en temps, se reconnecter à la nature. Rien de mieux que le silence des montagnes pour se retrouver, il disait. Moi, enfermé dans mes routines, coincé entre mon boulot, le bruit et les écrans, j'avais envie de cette paix qu'il promettait. Un soir, après une de ces longues discussions qui finissent presque à l'aube, il m'a proposé de passer un week-end avec lui dans un chalet qu'il possédait dans les montagnes. Un endroit isolé, romantique, parfait pour se déconnecter. Au début, j'ai hésité. Partir avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré en personne, tout en moi me disait de réfléchir, mais quelque chose en lui me rassurait. Il n'a pas insisté. Il m'a juste dit qu'il comprendrait si je disais non, mais qu'il aimerait vraiment partager ce lieu avec moi. J'ai fini par dire oui. Je me suis senti un peu folle en préparant ma valise. J'ai menti à une amie, lui disant que je partais seul pour un week-end de repos. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète ou peut-être que je ne voulais pas qu'elle me juge. Vendredi matin, il m'a envoyé l'adresse par message, une route de montagne, plusieurs kilomètres après la dernière ville. Il a écrit « Dès que tu quittes la route principale, le signal disparaît. Mais ne t'inquiète pas, je serai là pour t'attendre. » Je me suis dit que ça faisait partie du charme. Une vraie déconnexion. Je ne savais pas que ce serait aussi le début d'un cauchemar. Je suis monté dans ma voiture en fin de matinée, une petite valise sur le siège passager et un mélange d'excitation et de nervosité dans le ventre. J'avais vérifié l'adresse plusieurs fois, même regardé l'endroit sur Google Maps la veille. Mais après un certain point, la route n'était plus visible. Juste une ligne grise qui disparaissait dans la verdure. Les premiers kilomètres se sont passés sans problème. De la ville jusqu'aux premières collines, tout semblait normal. Mais plus j'avançais, plus la route devenait étroite, sinueuse, presque comme si elle ne voulait pas être empruntée. Le bitume a laissé place à une terre battue, humide, par endroits creusés de trous et de pierres. Les arbres semblaient se refermer peu à peu autour de moi, formant un tunnel végétal où la lumière peinait à passer. C'est à ce moment-là que j'ai regardé mon téléphone. Aucun signal, pas une barre. Zéro. J'ai essayé de rafraîchir la carte écran blanc. J'ai commencé à sentir un léger malaise. J'étais seul, littéralement seul, au milieu de nulle part. Et pourtant, je continuais d'avancer. Parce qu'au fond, je ne voulais pas paraître paranoïaque. J'avais dit oui. J'avais pris cette décision. Et puis, il m'avait promis d'être là. En tournant dans un virage serré, j'ai enfin aperçu sa voiture, garée sous les arbres, juste devant une vieille barrière en bois. Il m'attendait, adossé contre la portière, les bras croisés. Il a souri en me voyant et m'a fait signe d'avancer. Je me suis garé juste derrière lui. « Tu es arrivé ?» a-t-il dit en ouvrant ma portière. Il m'a embrassé sur la joue, doucement. Mais quelque chose dans son regard m'a troublé. Il n'était pas tout à fait le même que sur les photos. Un peu plus maigre, peut-être. Un peu plus fatigué. Son regard était fixe, comme s'il observait au-delà de moi. Le chalet n'était pas visible depuis la route. Nous avons dû marcher environ 5 minutes à travers un sentier humide et glissant. Il portait ma valise sans un mot. Autour de nous, la forêt était dense, silencieuse, étouffante. Aucune trace de vie humaine. Pas même un oiseau. Puis, enfin, nous sommes arrivés. Le chalet était vieux. Trop vieux. En bois sombre, avec des volets fermés et des chaînes rouillées pendantes sur la véranda. Il n'y avait pas de clôture, pas de voisins, pas de bruit. Seulement le vent. C'est plus rustique que ce que j'imaginais, ai-je murmuré. Il a souri à nouveau. Un sourire trop large. C'est parfait. Non, personne ne viendra nous déranger ici. Je suis entré. L'intérieur sentait le bois humide et quelque chose d'autre, un mélange de fer et de renfermé. Il y avait des cadenas à l'intérieur des portes, des fenêtres vissées de l'intérieur, et plusieurs miroirs couverts de drap blanc. J'ai voulu poser une question, mais il m'a devancé. «
C'est pour éviter que les animaux s'effraient la nuit. Ils peuvent voir leurs reflets dans les vitres, tu sais. J'ai hoché la tête. Mais je savais que ce n'était pas pour les animaux. C'était pour autre chose. Et à ce moment précis, quelque chose en moi a commencé à me supplier de repartir. La première nuit a été étrange. Après avoir dîné un plat simple que Vinicius avait préparé sans vraiment me laisser l'aider, nous nous sommes installés près de la cheminée. Il parlait peu, fixait les flammes comme s'il cherchait quelque chose à l'intérieur. Je tentais de relancer la conversation, de retrouver la complicité de nos messages, mais il répondait par des monosyllabes, des sourires mécaniques, des silences qui s'étiraient trop longtemps. Vers 23 heures, il a dit qu'il allait se coucher. Je l'ai suivi à l'étage, dans une chambre où le seul meuble était un lit au cadre en bois lourd, recouvert d'une couverture grise épaisse. Il n'y avait pas de rideau, juste une petite lampe poussiéreuse sur la table de nuit. Quand j'ai demandé où étaient les autres pièces, il m'a dit qu'une partie du chalet était condamnée, trop vieille pour être utilisée. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, j'avais cette sensation d'être observé. Pas par lui, par autre chose. Des craquements dans les murs, des chuchotements dans les courants d'air. J'ai mis ça sur le compte du bois ancien et de ma propre nervosité. Jusqu'à ce que j'entende des pas. Lents, irréguliers, venant du rez-de-chaussée. J'ai ouvert les yeux. Vinicius dormait profondément à côté de moi, respirant lentement. Les pas ont continué quelques secondes, puis plus rien. Le lendemain matin, quand je lui ai parlé des bruits, il a simplement haussé les épaules. Le bois travaille la nuit, c'est normal. Tu t'habitueras. Mais je ne m'habituais pas. Chaque nuit, les sons revenaient. Parfois des coups légers contre les murs, parfois un murmure à peine audible venant de derrière les miroirs couverts. J'ai voulu en retirer un, mais Vinicius est apparu derrière moi au moment même où ma main touchait le tissu. « Ne fais pas ça », m'a-t-il dit, son ton soudain sec. « Il ne faut jamais les découvrir la nuit. » J'ai demandé pourquoi. Il a simplement répété la même phrase, plus lentement, comme une menace déguisée. « Il ne faut jamais les découvrir la nuit. » Le jour, je commençais à remarquer d'autres choses. Une trappe dans le sol du couloir menant à la cuisine, verrouillée de l'extérieur avec un cadenas rouillé. Une pièce dont la porte était fermée à clé et qui semblait légèrement plus froide que le reste du chalet. Et surtout, une odeur étrange qui revenait toujours au même moment, à l'aube. Un mélange de moisissure, de terre mouillée et de quelque chose de plus métallique. Un soir, alors qu'il prenait une douche, j'ai fouillé rapidement sa sacoche. À l'intérieur, une corde soigneusement enroulée, un couteau de chasse et un vieux Polaroid brisé. L'écran était fendu, mais j'ai réussi à voir une image floue. Une silhouette féminine, les yeux bandés, assise sur une chaise. Quand il est sorti de la salle de bain, je me suis redressé comme si de rien n'était. Il m'a regardé longuement, puis a dit « Tu sais, je n'aime pas quand les gens sont curieux. » Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé, les yeux ouverts, le cœur battant, écoutant chaque son, chaque souffle. Et j'ai compris quelque chose, Vinicius n'avait jamais eu l'intention de me ramener. Le matin suivant, alors qu'il était sorti couper du bois, j'ai profité de ses allées et venues pour explorer le chalet plus attentivement. Mon instinct me hurlait de fuir, mais j'avais besoin de comprendre, de voir. Parce qu'au fond, je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Ce n'était plus une intuition. C'était une certitude. J'ai commencé par la pièce verrouillée. Depuis le premier jour, je sentais un froid étrange émaner de derrière cette porte. J'avais remarqué qu'il gardait toujours la clé autour du cou, attachée à une petite chaîne argentée. Mais ce matin-là, il l'avait accrochée négligemment à un clou près de l'entrée, sûrement trop concentré sur son manège habituel. Mes mains tremblaient quand j'ai pris la clé. Chaque pas vers cette porte semblait résonner comme un avertissement dans ma tête. Quand j'ai tourné la serrure, un grincement long et profond a brisé le silence. L'intérieur était plongé dans la pénombre. Une seule fenêtre, recouverte d'un tissu noir, laissait passer un mince filet de lumière. Il faisait froid, très froid. L'air y était plus dense, plus lourd, comme si cette pièce n'avait pas été ouverte depuis des années. Mais elle l'était. Je le savais. Les murs étaient tapissés de photos. Des dizaines de polaroïdes épinglés avec soin. Toutes montraient des femmes, âgées entre 20 et 30 ans. La plupart souriaient, d'un sourire figé, presque forcé. Certaines semblaient endormies. D'autres, inconscientes. Sur certaines images, il y avait des dates griffonnées à la main, ou des prénoms. Lucia, Camilla, Rafala. J'ai cherché le mien, sans succès. Pas encore, sans doute.
Dans un coin de la pièce, une vieille commode. À l'intérieur, des objets personnels, bijoux, rouge à lèvres, téléphone portable, tout soigneusement étiqueté. Il les gardait, comme des trophées, comme des souvenirs d'une chasse morbide. Puis je suis tombé sur un carnet. Un vieux journal relié en cuir, dont les premières pages étaient griffonnées à la main dans une écriture nerveuse. Les premières lignes parlaient d'amour, de pureté, de purification. Mais plus je tournais les pages, plus le ton changeait. Les mots devenaient sombres. Il y parlait de voix, de rituels, d'âmes perdues, d'un cycle qu'il devait répéter. Encore et encore. Il y avait des croquis de symboles, des cercles, des corps allongés, des visages déformés. Et à la toute dernière page, une simple phrase, écrite en lettres rouges. Elle est la dernière. Après elle, je serai enfin libre. Je n'ai pas eu le temps de refermer le journal. J'ai entendu un grincement derrière moi. Il était là, dans l'embrasure de la porte. Silencieux, le visage neutre, son regard vide. Tu n'aurais pas dû entrer ici, Anna. Et dans ce moment de silence suspendu, j'ai compris deux choses. Je n'étais pas la première. Et je n'étais pas censé repartir. Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé dans les secondes qui ont suivi. Mon corps a réagi avant mon esprit. J'ai lancé le journal à travers la pièce et j'ai couru. Pas vers lui, mais vers la fenêtre recouverte. J'ai arraché le tissu, fait entrer un peu de lumière, et sans réfléchir, j'ai brisé la vitre avec une chaise. Il a crié quelque chose derrière moi, mais je n'ai pas écouté. J'ai sauté. 2 mètres de chute, un impact sec sur la terre humide. Mon bras a heurté une racine, j'ai senti un craquement. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai couru. Les arbres me griffaient le visage, mes jambes s'enfonçaient dans la boue, mais j'ai couru comme si ma vie en dépendait. Parce qu'elle en dépendait. Je l'entendais derrière moi. Pas loin. Il hurlait mon nom d'une voix méconnaissable, comme s'il n'était plus vraiment humain. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour dans ma tête. Je ne savais même plus où j'allais. Il n'y avait pas de chemin, plus de repères, juste cette forêt immense et suffocante. Puis j'ai vu la route, ou ce qu'il en restait. Une bande de terre battue, déserte, bordée d'arbres. J'ai couru jusqu'au milieu, en hurlant à l'aide, sachant très bien que personne ne viendrait. Pas ici, pas dans cet endroit oublié. Mais j'ai eu de la chance. Ou peut-être que quelqu'un, quelque chose, m'a protégé ce jour-là. Une camionnette passait. Un vieux monsieur, un local sûrement. Il m'a vu en sang, terrorisé, hurlant, et il a freiné brusquement. Je me suis jeté contre la portière. Il a ouvert. Je suis monté sans lui laisser le temps de poser de questions. Drive, please, go, vite. Il a vu dans mes yeux que ce n'était pas une blague. Nous avons roulé pendant des kilomètres. Je ne regardais pas en arrière. Je n'osais pas. Quand nous sommes arrivés en ville, j'ai été directement à la police. J'ai raconté tout. Chaque détail. Le chalet, les photos, le carnet. Ils ont pris ma déposition, m'ont promis d'enquêter. Mais une semaine plus tard, ils m'ont appelé pour me dire que le chalet n'existait pas. Pas à cette adresse. Pas sous ce nom. La route que j'avais prise ne menait qu'à une ancienne mine abandonnée depuis plus de 20 ans. Aucune trace de Vinicius. Aucun registre. Aucun signal de GPS. Rien. Je n'ai jamais su qui il était vraiment, ni combien de femmes avaient disparu avant moi. Mais parfois, je me réveille la nuit, en sueur, avec l'impression d'entendre des pas autour de mon lit. Des pas lents, pesants, comme s'ils m'avaient retrouvé. Comme si le cycle n'était pas encore terminé. Et que cette fois, c'est à mon tour de disparaître. C'était une de ces nuits étranges, une de celles où le silence de la ville devient presque oppressant. Un samedi, ou plutôt un dimanche déjà, vers 3 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir. Pas par insomnie, mais par vide. J'avais l'impression d'être entouré de néons friables, de murs sans couleur, de pensées qui ne menaient à rien. Alors, j'ai fait ce que je fais souvent quand ce sentiment me prend. J'ai ouvert l'application de rencontre. Je ne cherchais rien de sérieux. Juste une distraction. Un visage humain, une voix, une présence, même éphémère. Et c'est là que je suis tombé sur elle. Son nom était Camille. Elle avait des cheveux noirs comme l'encre, un sourire presque irréel, et des yeux. Mon Dieu, ses yeux clairs comme du verre brisé. Tout en elle semblait parfaitement calibrée pour me plaire. Ses goûts, son humour, sa façon de répondre, comme si elle me connaissait déjà. On a parlé pendant peut-être 15 minutes. Puis elle a proposé, « Tu veux qu'on se voit maintenant? Je suis à moins de 10 minutes de chez toi. »
J'ai hésité. Une partie de moi criait que c'était louche. Trop rapide, trop parfait, trop fluide. Mais l'autre partie, celle qui était seule, vide, curieuse, l'a emporté. Je me suis habillé à la hâte, pris une veste, et je l'ai retrouvée dans un bar minuscule, presque vide, ouvert toute la nuit. Elle était déjà là, assise à une table du fond, comme si elle m'attendait depuis toujours. Et je dois l'avouer, en la voyant, mes doutes se sont dissipés. Elle était encore plus belle en vrai. Sa voix était douce, mais avec une intonation hypnotisante. On a commandé des verres. Elle savait exactement quoi prendre. Moi aussi. Tout semblait trop facile, trop bien. La conversation coulait. Elle riait à mes blagues, terminait mes phrases, me regardait droit dans les yeux. Mais parfois, juste parfois, j'avais cette sensation étrange, comme si elle observait autre chose. Pas moi. Quelque chose derrière moi. À l'intérieur. Je ne saurais pas dire combien de temps on est resté là. Peut-être 1 heure, peut-être 2. À un moment, elle a posé sa main sur la mienne. « Tu veux venir chez moi? Juste un peu? Pour parler encore ?» J'ai dit oui. Bien sûr que j'ai dit oui. Et c'est là que tout devient flou. Je me rappelle m'être levé, l'avoir suivie dehors. L'air était glacial. Elle riait doucement, comme si elle connaissait déjà la fin du film. Puis, rien. Le noir. Le vide. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais ailleurs. J'ai ouvert les yeux lentement, comme si mes paupières pesaient 1 tonne. Il faisait sombre. Une obscurité épaisse, presque tangible. L'odeur a été la première chose que j'ai perçue. Un mélange de métal rouillé, de moisi et de quelque chose d'inidentifiable, mais profondément désagréable. Je ne pouvais pas bouger. Mes bras, mes jambes, retenus. J'ai paniqué. Je me suis débattu comme un fou, et c'est seulement là que j'ai compris. J'étais attaché à une chaise. Fermement. Corde au poignet, sangle aux chevilles, quelque chose autour de ma taille. Et ma bouche, sèche, pâteuse. J'ai essayé de crier, mais ma gorge me brûlait. Aucune réponse. Le silence. Juste le bruit lointain d'une goutte d'eau tombant à intervalles réguliers. Ploc, ploc, ploc. Je me suis forcé à respirer lentement. Ma tête tournait. J'avais la nausée. On m'avait drogué. Je n'avais aucun doute. Mon dernier souvenir clair était cette fille, Camille, me regardant dans ce bar. Puis plus rien. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur dans mon cerveau. J'ai levé les yeux comme j'ai pu, et j'ai distingué, dans un coin du plafond, une petite lumière rouge qui clignotait. Une caméra. On m'observait. Je me suis mis à parler, à supplier, à hurler, mais tout ce que j'entendais en retour, c'était mon propre écho étouffé contre les murs nus du lieu. Aucun meuble. Aucun objet reconnaissable. Un sol de béton, froid. Une ampoule unique pendait du plafond, vacillante, projetant une lumière jaunâtre et malade. J'étais seul, mais pas seul. Il y avait cette sensation, presque physique, qu'on me regardait. Pas seulement à travers cette caméra. Non. Quelque chose, quelque part, dans l'ombre, m'observait. Et c'est là que j'ai compris. Rien de ce qui s'était passé cette nuit-là n'était spontané. Pas une parole, pas un regard, pas une caresse. Tout avait été calculé. Et maintenant, j'étais exactement là où elle voulait que je sois. Piégé. Et totalement à sa merci. La lumière de l'ampoule a vacillé une fois de plus, puis s'est éteinte. Un noir absolu a englouti la pièce. J'ai retenu mon souffle. Le silence s'est épaissi, jusqu'à devenir insupportable. Puis, sans prévenir, un clic a résonné dans le coin de la pièce. Une télévision s'est allumée, éclairant faiblement le mur devant moi. L'écran était noir pendant quelques secondes, puis l'image est apparue. Elle, Camille, assise dans ce qui semblait être un fauteuil en cuir, dans une pièce trop sombre pour distinguer les détails. Toujours ce même sourire, figé, trop calme, trop sûr. « Tu te rappelles de moi, Lucas ? » ?»« Bien sûr que tu te rappelles. » Sa voix était différente, moins douce, plus lente, comme si chaque mot avait été soigneusement pesé pour s'insinuer dans ma tête. « T'as toujours voulu comprendre les gens, pas vrai? Savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils cachent. Ça se voyait dans tes messages, ta façon de parler, ta curiosité maladive. » Elle penche légèrement la tête. Son regard transperce l'écran. « C'est pour ça que tu m'as intéressé. Parce que toi, tu veux voir ce qu'il y a derrière le masque. Alors, regarde. » La vidéo change. Maintenant, c'est moi à l'écran. Filmé en train de marcher dans la rue, de manger seul dans des cafés, de dormir. Des images prises de loin, de haut,
parfois de l'intérieur de mon propre appartement. J'ai senti la panique monter, glaciale. On m'observait depuis des semaines, peut-être des mois. Puis une séquence, moi, à 7 ans, pleurant dans la cour de l'école. Une scène dont je ne parlais jamais à personne. Je me suis figé. C'était impossible. Tu vois, Lucas, j'ai creusé. Très profondément. Plus que tu ne peux l'imaginer. L'image revient à elle. Son sourire s'élargit. Il n'a plus rien d'humain. Maintenant, on va jouer à un jeu. Un jeu que j'ai conçu spécialement pour toi. Chaque pièce ici a été pensée pour t'obliger à te regarder. Vraiment. J'ai hurlé. Craqué. Je ne voulais pas de jeu. Je voulais sortir. Je voulais comprendre pourquoi. Mais elle continuait calmement. Ce n'est pas une punition, Lucas. C'est une révélation. Et à la fin, tu sauras qui tu es. Vraiment. Puis, la télévision s'est éteinte. Et dans l'ombre, une porte que je n'avais pas remarquée jusque-là s'est ouverte lentement, en grinçant. Un souffle froid a glissé sur ma nuque. Le jeu venait de commencer. Au début, je croyais que c'était juste des hallucinations dues à la drogue. Mais très vite, j'ai compris que c'était bien pire. Ce n'était pas mon esprit qui me trahissait, c'était ma réalité qui se décomposait lentement, couche par couche. La porte qui s'était ouverte me menait à un long couloir, étroit, oppressant, aux murs recouverts de miroirs fissurés. Je pouvais à peine marcher, mes jambes encore engourdies, mais les liens avaient disparu. Pourtant, je n'avais pas le moindre souvenir d'avoir été détaché. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau. Et à chaque miroir, je voyais une version légèrement différente de moi. Dans l'un, j'étais pâle, avec les yeux cernés et vides. Dans un autre, je me tenais droit, mais je souriais, avec du sang sur les dents. Puis, au fond du couloir, j'ai vu elle. Camille. Mais, changée. Son visage était flou, comme si un voile invisible l'empêchait d'être vraiment humaine. Ses yeux étaient noirs, d'un noir profond, sans reflet. Elle ne disait rien. Elle me regardait seulement. J'ai détourné les yeux et ouvert la porte suivante. C'était une pièce minuscule. Au sol, des feuilles déchirées, couvertes d'écritures hâtives. J'ai commencé à lire. Des phrases décousues. Des noms. Des dates. Des cris de détresse griffonnés à la hâte. Elle nous voit même dans nos rêves. Il n'y a pas de sortie. Si tu lis ça, il est déjà trop tard. Certains messages semblaient récents. D'autres, bien trop anciens. Sur le mur, gravé profondément dans le béton, tu es le 7e. J'ai senti mes entrailles se tordre. Combien étaient passés par ici, avant moi? Et pourquoi? La pièce suivante était encore pire. Une sorte de salon délabré, avec un téléviseur diffusant en boucle mes propres souvenirs, mais modifiés. Des détails déplacés. Des visages remplacés. Dans un souvenir d'anniversaire, Camille était là, entre mes parents. Elle me regardait, souriait, et me chuchotait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. C'était comme si elle avait infiltré mon passé. La frontière entre ce que j'avais vécu et ce qu'elle voulait que je croie se dissolvait. Je ne savais plus ce qui était vrai. J'ai couru, ou cru courir. À chaque tournant, elle apparaissait, parfois au bout d'un couloir, parfois dans un miroir, parfois derrière moi, sans bruit. Et chaque fois que je la voyais, elle était moins humaine. Son visage se décomposait lentement, comme une peinture qui fond. Sa voix devenait écho, murmure, cri. Je ne fuyais plus une femme. Je fuyais quelque chose d'ancien, de froid, de méthodique, qui avait pris son apparence pour mieux me démonter de l'intérieur. Et au fond, une pensée s'est installée, terrifiante et glaçante. Et si elle n'était jamais une personne? Et si elle avait toujours été autre chose, qui attendait que je sois seul, affaibli, pour frapper? Je ne saurais dire depuis combien de temps j'étais là. Les couloirs se succédaient sans fin, les pièces changeaient, mais l'angoisse restait la même, oppressante, suffocante, vivante. Et puis, quelque chose a changé. Je me suis retrouvé face à une porte différente des autres. Elle était faite de bois ancien, brûlé par endroits, avec une poignée rouillée. Un symbole gravé au centre, le même que celui que j'avais vu sur la boucle d'oreille de Camille, cette nuit-là. J'ai hésité, puis j'ai tourné la poignée. La porte s'est ouverte sur le bar. Le même bar de cette nuit. Les mêmes tables, les mêmes néons faiblards. De la musique jouait en fond, comme si rien ne s'était passé. J'ai avancé, hébété, tremblant. Des gens riaient, buvaient, discutaient. Personne ne me regardait. C'était impossible. Et là, dans le fond, à la même table que cette nuit, elle. Camille. Elle était là, impeccable.
Vêtu de noir, un verre à la main, le regard paisible. Comme si tout ce que je venais de vivre n'avait jamais eu lieu. Comme si je n'étais qu'un inconnu dans un lieu ordinaire. J'ai voulu hurler, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. J'ai regardé autour de moi, tenté de parler à quelqu'un, de me faire remarquer. Rien. Personne ne me voyait. J'ai couru jusqu'aux toilettes, me suis planté devant le miroir. Et là, mon cœur s'est figé. Je n'y étais pas. Le miroir ne reflétait rien. Aucune trace de moi. Mon esprit s'est brisé à cet instant. J'ai reculé, trébuché, haletant. Qu'est-ce que j'étais devenu? Un souvenir? Une projection? Était-ce la mort? Était-ce un rêve? Et pendant que je suffoquais, une dernière image s'est imposée à moi. Camille, seule à sa table, sortant son téléphone. Elle ouvre l'application de rencontres. Un nouveau profil apparaît. Elle sourit. Et pour la première fois, elle regarde droit dans la caméra. À qui le tour? Écran noir. Et moi, coincé quelque part entre un monde qui ne me voit plus. Et un cauchemar qui ne fait que commencer. Je m'appelle Juliana, et je ne suis pas du genre à tomber amoureuse facilement. Mais quand j'ai rencontré Gabriel, quelque chose en lui m'a désarmé. Il était calme, presque trop. Son regard était intense, profond, comme s'il portait un poids invisible que je n'étais pas censé voir. Il écoutait plus qu'il ne parlait, et chaque mot qu'il prononçait semblait avoir été soigneusement choisi. J'ai trouvé ça mystérieux, attirant, comme un roman dont on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages. Mais très vite, j'ai remarqué qu'il y avait des zones d'ombre. Il ne parlait jamais de son enfance. Jamais. Pas une seule anecdote sur ses parents, pas un souvenir de jeunesse, rien. Une fois, je lui ai demandé où il avait grandi. Il a juste haussé les épaules et m'a dit que ce n'était pas important, que le passé devait rester où il était. J'ai ri à ce moment-là, pensant qu'il voulait simplement se concentrer sur le présent. J'étais loin de me douter à quel point il avait raison. Un soir, après un dîner tranquille chez moi, il m'a regardé avec une douceur étrange et m'a dit « Et si on partait ce week-end? Juste toi et moi. J'aimerais t'emmener quelque part. » Où ça? Dans la maison où j'ai grandi. J'ai senti une tension dans mon ventre, un pressentiment presque physique. Il m'invitait enfin dans son passé. Mais il n'a donné aucun détail. Pas de ville, pas de souvenir, rien. Juste la maison. Il a précisé qu'elle était isolée, vieille, un peu délabrée. Mais il voulait qu'on y passe le week-end. Il disait qu'il avait besoin d'y retourner. Qu'il était temps. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai accepté. Peut-être par curiosité. Peut-être parce que je voulais enfin comprendre ce qu'il gardait enfoui. Ce que je ne savais pas, c'est que certains secrets ne demandent qu'une seule chose, qu'on les laisse dormir. Nous sommes partis un vendredi matin, sous un ciel couvert qui rendait la route plus silencieuse qu'elle ne l'était déjà. Gabriel conduisait en silence, les yeux rivés sur l'asphalte comme s'il suivait un chemin qu'il connaissait par cœur, mais qu'il aurait préféré oublier. La voiture filait à travers des forêts de pins, puis sur de petites routes de terre, de plus en plus étroites, de plus en plus isolées. J'ai demandé plusieurs fois où on allait exactement, et chaque fois, il répondait simplement. Presque arrivé. Quand on est sorti du dernier virage, je l'ai vue. La maison. Elle se dressait au milieu des arbres, comme une vieille bête blessée qu'on aurait abandonnée là. 3 étages, des fenêtres hautes, toutes fermées. La peinture s'écaillait sur les volets. La façade semblait avoir été belle, autrefois, mais tout était maintenant rongé par l'humidité, le temps, le silence. Un porche en bois craquait doucement dans le vent. Aucune autre maison aux alentours. Rien que nous et ce bâtiment figé dans une autre époque. Gabriel est sorti de la voiture sans dire un mot. Moi, je suis resté assise quelques secondes, à observer. Quelque chose n'allait pas. Je ne saurais dire quoi exactement. C'était comme si l'air lui-même pesait davantage autour de cette maison. À l'intérieur, l'odeur m'a frappé. Un mélange de moisie, de poussière, et autre chose, quelque chose de plus âcre, de plus organique. Les meubles étaient tous là, recouverts de drap blanc. Tout semblait figé, comme si les habitants étaient partis un jour, sans prévenir, en laissant tout derrière eux. Une horloge ancienne battait encore doucement dans le silence, même si elle n'avait plus d'aiguille. Je suivais Gabriel pendant qu'il ouvrait les volets un à un. La lumière entrait difficilement, filtrée par des rideaux jaunis. À chaque pièce, je ressentais une étrange sensation de malaise. Comme si chaque mur avait une mémoire, et qu'elle me regardait. Ce n'est qu'en posant ma valise dans ce qui allait être notre chambre que j'ai remarqué les premières choses étranges. Il y avait 2 brosses à dents dans la salle de bain, bien alignées.
2 tasses sur la table de la cuisine, propres, comme si elles avaient été utilisées récemment. Et surtout, cette porte, au fond du couloir, à l'étage. Une porte noire, massive, avec une serrure ancienne. Fermée à clé. J'ai demandé. Et cette pièce, c'est quoi? Gabriel a détourné les yeux. Rien. C'est juste un vieux débarras. C'est fermé depuis longtemps. Il a changé de sujet immédiatement. Et moi, j'ai senti que quelque chose m'observait, juste derrière cette porte. La première nuit a été courte. Le silence de la maison n'était pas normal. Ce n'était pas le silence paisible qu'on ressent à la campagne. C'était oppressant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Je me suis endormi tard, bercé par le vent qui sifflait contre les vitres. Gabriel dormait profondément à côté de moi, presque trop profondément. Je ne sais pas exactement quelle heure il était quand je me suis réveillé. Il faisait noir. Mais ce qui m'a tiré du sommeil, ce n'était pas un bruit, c'était une voix. Une voix de femme, douce, fragile, presque affectueuse, qui murmurait depuis le rez-de-chaussée. « Gabriel Zino, tu es rentré, mon chéri. » Je me suis redressé, le cœur battant à tout rompre. J'ai tendu l'oreille, pensant avoir rêvé. Mais elle a recommencé. Un peu plus fort, un peu plus proche. Je me suis levé. J'ai quitté la chambre à pas lents, pieds nus sur le vieux parquet qui craquait à chaque pas. Le couloir était plongé dans l'obscurité. En bas, la maison semblait respirer. Il n'y avait personne, je le savais, du moins, je croyais le savoir. Je suis descendu, chaque marche semblant gémir sous mon poids. Le salon était vide. La cuisine aussi. Mais la tasse sur la table, celle que j'avais vue plus tôt, était pleine d'eau. J'en suis sûr. Je l'avais vue vide. Et maintenant, elle débordait. De l'eau jusqu'au bord. Immobile. Parfaite. Puis j'ai entendu des pas à l'étage. Rapides. Légers. Comme ceux d'un enfant. Je me suis précipité vers les escaliers, croyant que Gabriel s'était levé, qu'il me faisait une mauvaise blague. Mais il était toujours dans le lit, profondément endormi. Immobile. Je suis resté là, figé, à observer la chambre, en essayant de comprendre. Le lendemain, j'ai décidé d'explorer un peu plus la maison pendant que Gabriel faisait un tour dehors. Je suis monté au grenier, poussé par une sorte de compulsion étrange. L'odeur de poussière était étouffante. Des malles, des couvertures, des vieux jouets en bois, et un carton plein de photos. Des photos en noir et blanc, fanées. Sur presque toutes, Gabriel apparaissait enfant. Toujours seul, ou presque. Il y avait cette silhouette, une femme, parfois juste son bras, parfois son reflet dans une vitre, parfois son visage flou en arrière-plan. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est que sur certaines photos, Gabriel semblait regarder autre chose. Quelqu'un qui n'était pas visible. Et dans ses yeux, il n'y avait aucune innocence. Juste une peur profonde. Une peur muette. J'ai compris à ce moment-là que je n'étais pas la première à ressentir ce malaise ici. Cette maison n'était pas vide. Elle ne l'avait jamais été. Je ne pouvais plus faire semblant. Ce que j'avais vu, entendu, ressenti, ce n'était pas le fruit de mon imagination. Cette maison cachait quelque chose. Et Gabriel, lui, savait. Il savait depuis le début. Le soir même, je l'ai confronté. Je lui ai parlé des voix, des pas, des photos. Il s'est figé. Il n'a pas nié. Il n'a pas confirmé non plus. Il s'est contenté de dire, les yeux fixés au sol. Tu n'aurais pas dû monter là-haut. Il est sorti de la chambre, furieux, presque paniqué, et a disparu dehors pendant des heures. J'étais seul, de nouveau, dans cette maison que je ne comprenais plus. Quand la nuit est tombée, je n'en pouvais plus. Il fallait que je sache, que je comprenne pourquoi cette porte, au fond du couloir, restait toujours verrouillée. Je suis monté à l'étage, et j'ai senti tout mon corps se tendre lorsque je me suis retrouvé face à elle. La porte noire, la serrure ancienne, et sur la poignée, cette petite clé rouillée que Gabriel avait sans doute oublié de retirer. Je l'ai tournée. La porte s'est ouverte dans un grincement long, douloureux. L'odeur à l'intérieur était insupportable. Un mélange de poussière, de métal, et d'un parfum sucré, trop sucré, comme des fleurs fanées depuis longtemps. C'était une chambre d'enfant. Les murs étaient couverts de dessins accrochés de travers. Des soleils noirs, des visages sans yeux, des mots griffonnés en lettres tremblantes. Il y avait une petite armoire, un lit minuscule, et une chaise roulante rouillée, plantée au centre de la pièce. Mais le pire, c'était le journal. Un carnet posé sur le lit. Couverture en cuir, page jaunie, écriture tremblante.
Une femme y racontait sa vie, ou plutôt, son enfer. Elle disait être la mère de Gabriel. Elle écrivait qu'il n'était pas seul à la naissance, qu'il avait une sœur jumelle, qu'elle était différente, spéciale, difficile, qu'elle voyait des choses. Elle avait été enfermée ici, dans cette pièce, pendant des années, car selon les mots de la mère, elle troublait l'équilibre de Gabriel. Elle disait que les deux enfants partageaient quelque chose de plus que du sang, quelque chose d'opaque, d'invisible. La dernière phrase du journal était griffonnée avec rage, presque illisible. Je ne peux plus la contenir. Elle vit dans les murs maintenant. Je suis resté figé, glacé. Et c'est là que j'ai compris. Elle n'était pas morte. Ou peut-être que si, mais pas vraiment. Son corps, peut-être. Mais son esprit n'avait jamais quitté cette chambre. Je voulais fuir. Mon instinct hurlait. Mon corps tremblait. Mais mes jambes refusaient de bouger. J'étais là, debout dans cette chambre oubliée, entouré de dessins d'horreur, du parfum de la folie et d'un froid qui semblait suinter des murs. La chaise roulante bougeait légèrement, comme poussée par une brise inexistante. Je savais, au plus profond de moi, que je n'étais plus seul. J'ai entendu un grincement derrière moi. Lent, insistant. La porte s'était refermée. Gabriel, ai-je chuchoté, espérant une voix humaine, une réponse rationnelle. Mais il n'y avait rien. Seulement un ricanement, enfantin, étouffé, vaine, du plafond. J'ai levé les yeux. Il y avait quelque chose ou quelqu'un accroupi sur une poutre. Une silhouette pâle, décharnée, les cheveux longs couvrant le visage, les bras trop longs, pendant comme ceux d'une poupée cassée. Elle me fixait, sans bouger. Et dans le silence le plus absolu, elle a penché lentement la tête sur le côté. Je me suis mis à hurler. Je ne sais pas comment je suis sorti de cette pièce, ni comment j'ai retrouvé Gabriel. Il était dehors, à genoux, les mains dans la terre, creusant frénétiquement avec ses ongles. Il murmurait. Elle m'a promis, elle m'avait dit qu'elle dormirait. Je l'ai supplié de partir, de m'expliquer, de faire quelque chose. Il s'est retourné vers moi, les yeux vides, et m'a dit. Elle ne m'a jamais laissé partir, Juliana. Elle me suit. Partout. Elle et moi. Et puis il a couru. Dans les bois. Et je ne l'ai jamais revue. J'ai fui cette maison cette nuit-là, en voiture, sans me retourner. Mais parfois, dans les endroits les plus calmes, quand tout semble en paix, j'entends ce murmure. Ce petit rire brisé, comme un écho venu d'un autre monde. Et parfois, dans le miroir, je crois voir une deuxième silhouette derrière la mienne, qui me penche la tête. Lentement. Je ne sais pas si Gabriel est vivant, ou si elle l'a repris. Mais ce que je sais, c'est que cette maison ne m'a jamais vraiment laissé partir. Je m'appelle Marina, et je vais me marier dans 2 semaines. C'est étrange à dire, même maintenant. Tout est allé si vite, la demande, les préparatifs, la robe, et maintenant, ce week-end. Ma dernière escapade en tant que femme libre, comme mes amis aiment dire. Elles ont organisé cette petite retraite dans une maison de campagne isolée, entourée d'arbres et de silence, loin de tout. Une vraie bulle hors du monde. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi, 5 filles dans une voiture pleine de valises, de snacks et de bouteilles de vin. Il y avait Clémence, ma meilleure amie depuis le lycée, celle qui a tout planifié, Inès, toujours avec son rire contagieux, Julie, la plus calme mais aussi la plus observatrice, et Zoé, la fêtarde, toujours prête à faire monter l'ambiance. J'étais ému qu'elles aient fait tout ce chemin juste pour moi. La maison était vieille, mais charmante. Un grand salon avec une cheminée, des poutres apparentes, une cuisine rustique et 5 petites chambres à l'étage. À l'arrière, une terrasse donnait sur une forêt épaisse que le vent faisait doucement frémir. Il n'y avait pas de voisins, pas de réseau non plus. Mais c'était le but, se déconnecter, profiter entre filles. On a passé l'après-midi à rire, à boire du rosé, à partager des souvenirs. Inès a même sorti un vieux jeu de société qu'on utilisait au collège, et on a ri jusqu'à en avoir mal au ventre. Au coucher du soleil, on s'est installé autour du feu, des guimauves à la main, les joues rosies par le vin et la fraîcheur du soir. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose d'étrange. Pas de l'inquiétude, pas encore. Juste une sensation diffuse, comme si quelque chose dans l'air venait de changer. Un silence un peu trop épais. Un froid qui s'était glissé sous la porte sans qu'on le remarque. J'ai regardé autour de moi. Toutes mes amies semblaient insouciantes, heureuses. Alors j'ai souri aussi. Je ne savais pas encore que cette nuit allait tout changer.
La soirée avançait doucement. Le feu crépitait encore dans la cheminée, mais nous avions toutes migré vers le salon, les verres à moitié pleins et les joues rouges d'avoir trop ri. Clémence a soudainement levé les mains, comme pour attirer notre attention, avec ce sourire espiègle qu'elle a quand elle prépare un coup. Bon, les filles, il est temps pour la surprise. Je l'ai regardée en riant, pensant à une énième blague, un jeu débile ou une vieille vidéo embarrassante de moi. Mais elle a échangé un regard complice avec Zoé, qui a alors disparu dans le couloir. Quelques secondes plus tard, quelqu'un l'a frappé à la porte d'entrée. 3 coups secs. Pas impatient. Juste, précis. Voilà notre invité spécial, a dit Zoé, en ouvrant grand la porte. Un homme se tenait là. Grand, mince, vêtu d'un costume noir impeccable. Mais ce qui m'a figé, ce qui a figé tout le monde, c'est ce qu'il portait sur le visage. Une sorte de masque en porcelaine blanche, lisse, sans expression. Juste 2 fentes pour les yeux. Aucune bouche. Aucune émotion. C'est quoi ça? A soufflé Julie, mal à l'aise. Détendez-vous. C'est une blague, un petit jeu de rôle, a dit Clémence en riant. Il est là pour pimenter un peu la soirée. Personne ne semblait vraiment savoir quoi faire. Il ne parlait pas, ne bougeait presque pas, il est simplement entré, lentement, refermant la porte derrière lui, et s'est tenu là, au milieu du salon, à nous regarder. Il va faire quoi, exactement? A demandé Inès, la voix plus tendue qu'elle ne l'aurait voulu. Juste suivre un petit scénario, vous verrez, a répondu Zoé. C'est un jeu, genre escape game grandeur nature. Il est muet, c'est le concept. Mais il n'y avait rien d'un jeu, rien d'amusant. Il restait silencieux, immobile, tournant lentement la tête vers chacune d'entre nous. J'ai essayé de jouer le jeu, de sourire, de ne pas paraître trop nerveuse. Mais au fond de moi, quelque chose ne collait pas. Je me suis tourné vers Clémence. Tu es sûr que c'est toi qui l'as engagé? Elle a haussé un sourcil. Ben, c'était pas toi. Oui. Zoé a blêmé. Non, je croyais que c'était toi. Un silence glacé est tombé sur la pièce. L'homme en costume s'est lentement assis dans le fauteuil, toujours sans dire un mot. Et à ce moment-là, j'ai senti ce froid revenir. Celui que j'avais perçu plus tôt. Sauf que cette fois, il ne venait pas de dehors. Après l'arrivée du convidado spécial, l'ambiance est devenue étrange. On a essayé de faire comme si tout allait bien, de plaisanter, de boire encore un peu pour détendre l'atmosphère, mais personne ne riait vraiment. Il restait assis dans le fauteuil, le dos droit, les mains croisées sur les genoux, nous observant derrière ce masque vide. Vers 1 heure du matin, Julie a dit qu'elle allait se coucher. Elle avait l'air tendue, mais essayait de ne pas le montrer. Elle a pris son téléphone, son sweat et a monté les escaliers. « Bonne nuit, Ju » a lancé Clémence. Elle a juste hoché la tête et a disparu dans le couloir. Les minutes ont passé. 20, 30. Je ne sais pas exactement. Mais quelque chose clochait. J'ai envoyé un message à Julie, une blague débile pour détendre l'atmosphère. Pas de réponse. J'ai attendu un peu, puis je suis monté à mon tour. Sa porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement. La chambre était vide. Le lit fait. Pas de Julie. Au début, j'ai pensé qu'elle était peut-être allée aux toilettes. Ou prendre l'air, peut-être. Mais aucune des filles ne l'avait vue sortir. Et quand je suis descendu demander, l'inquiétude a commencé à s'installer dans le visage. On a cherché dans toute la maison. On a appelé son nom, ouvert les armoires, vérifié les salles de bain, même la cave. Rien. Alors on est sorti, pieds nus, torchés de téléphones allumés. Et c'est là qu'on a trouvé son portable, juste au bord de la forêt, à quelques mètres de la terrasse. L'écran était fissuré. Et sur la coque blanche, il y avait une traînée, une espèce de trace sombre, visqueuse, comme du sang séché mélangé à de la terre. Je me suis tourné vers Clémence, la gorge nouée. Ce n'était pas une blague, n'est-ce pas? Ce mec, il n'est pas censé être là. Personne ne répondait. Zoé tremblait, Inès avait les larmes aux yeux. Et quand on est revenu à l'intérieur, le fauteuil était vide. Le masque était posé sur la table basse. Mais l'homme, lui, avait disparu. La panique a pris le dessus. Inès hurlait le nom de Julie en courant d'une pièce à l'autre. Zoé voulait appeler la police, mais aucun de nos téléphones ne captait le moindre signal. Pas de réseau, pas de Wi-Fi, rien. Clémence, qui d'habitude garde toujours son sang-froid, s'est mise à pleurer en silence, les mains tremblantes. Je savais que je devais rester lucide. Quelqu'un devait comprendre ce qui se passait réellement. On a décidé de quitter la maison, prendre la voiture et partir. Peu importe où,
juste s'éloigner de là. Mais en arrivant au petit parking, j'ai senti mon estomac se nouer. Les pneus de la voiture avaient été lacérés. Tous les quatre. Avec précision. Comme si ça avait été planifié. Il nous a enfermés ici. Ai-je murmuré. En revenant à la maison, la lumière du salon s'est brusquement éteinte. Puis toute la maison est devenue noire. Plus d'électricité. On a crié, trébuché, allumé nos lampes de téléphone. Et dans cette lumière vacillante, on a vu ce qu'on n'avait pas vu avant. Des messages, écrits sur les murs du couloir, en lettres rouges, maladroites, dégoulinantes. Bienvenue, Marina. Ce week-end est à toi. Tu ne devrais pas dire oui. Des dates aussi, des noms qu'on ne reconnaissait pas. Et au milieu de tout ça, mon prénom, écrit plusieurs fois, gratté profondément dans le bois, jusqu'à la couche brute. Avec un détail terrifiant. Il était écrit une fois, en grand, puis à côté, barré violemment, comme si quelqu'un voulait effacer mon existence. On est monté dans ma chambre, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Et c'est là que je l'ai trouvé. Une lettre, posée sur mon oreiller. Une enveloppe jaunie, usée. Mon nom écrit dessus à l'encre noire. À l'intérieur, une feuille unique, rédigée d'une écriture tremblante, presque enfantine. Elle parlait d'un jeu qu'on avait fait quand on était enfant, dans une cabane, près d'une rivière. Je n'en avais jamais parlé à personne. Et pourtant, chaque mot, chaque détail était exact. Tu avais promis de ne jamais m'oublier. Tu allais m'épouser en premier. Mais tu m'as trahi. J'ai senti mon cœur ralentir. Quelqu'un du passé. Quelqu'un qui savait. Et quelque part dans cette maison, il était encore là. À nous observer. À attendre. La maison n'était plus qu'un piège. Chaque pièce semblait respirer avec nous. Chaque craquement du bois sous nos pas résonnait comme un avertissement. Une à une, mes amis disparaissaient. Inès a été la suivante. Elle était juste derrière moi dans l'escalier, et puis elle ne l'était plus. J'ai crié son nom, j'ai couru partout, mais tout ce que j'ai trouvé, c'était son bracelet, celui qu'elle ne retirait jamais, posé sur le rebord de la baignoire, comme un adieu silencieux. Clémence et Zoé restaient. On s'est barricadés dans la cuisine, armés de couteaux qu'on avait trouvés dans un tiroir. On chuchotait, comme si parler trop fort allait le faire apparaître. Et peut-être que ça aurait. Puis, soudain, un son a résonné dans toute la maison. La radio, qui n'avait pas fonctionné de tout le week-end, s'est allumée toute seule. Un grésillement, puis une voix. Déformée, grave, inhumaine. Le mariage, c'est pour la vie, Marina. Et moi, j'attends depuis longtemps. Zoé a hurlé. Clémence s'est recroquevillée contre le frigo. J'ai arraché la radio du mur, l'ai jetée au sol. Mais la voix continuait. Elle venait de partout. J'ai compris, à ce moment précis, que ce n'était plus une question de survivre à la nuit. C'était une question de sortir vivante de son obsession. Je me suis échappé par la porte de derrière, courant pieds nus dans la forêt, les branches me griffant la peau, mes poumons hurlant à chaque respiration. Derrière moi, j'ai entendu un rire. Lent, presque enfantin. Je ne me souviens pas vraiment de comment j'ai survécu. Les souvenirs sont flous, brisés. Ce que je sais, c'est qu'au petit matin, des randonneurs m'ont trouvé, recroquevillé au pied d'un arbre, les pieds ensanglantés, les vêtements en lambeaux. Ils n'ont retrouvé aucune des autres filles. Pas de Clémence, pas de Zoé, pas de Julie, pas d'Inès. Rien, pas non plus de traces du masque. Jusqu'à mon mariage. Il y avait une boîte noire, sans nom, posée sur l'autel avant la cérémonie. Personne ne savait qui l'avait déposée. À l'intérieur, le masque de porcelaine. Et une clé USB. Dessus, une vidéo. Floue, tremblante, filmée à la main. Nous cinq, dans le salon, à rire. Et derrière la vitre, à peine visible, une silhouette immobile. Nous observant. Il était déjà là, bien avant qu'on le laisse entrer. Ils s'appelaient Gustavo et Patricia. Pendant presque 8 mois, Elena et moi avions échangé avec eux via un groupe privé en ligne, un de ces forums fermés où des passionnés de cuisine partagent recettes, photos de plats, et parfois, quand la confiance s'installe, des morceaux de leur vie. Gustavo était toujours celui qui lançait les conversations. Il avait une façon de poser des questions qui semblaient sincères, curieuses, presque chaleureuses. Patricia, elle, était plus discrète. Elle commentait rarement, mais quand elle le faisait, c'était toujours avec des mots précis, comme si chaque phrase était soigneusement pesée. Elena les aimait bien. Moi aussi, à vrai dire. On avait l'impression d'avoir trouvé un couple ami,
quelqu'un avec qui partager plus que des photos de risotto. Un jour, Gustavo a proposé qu'on se rencontre. Il disait qu'il vivait dans une maison de campagne, à environ 1 heure de la ville. Tranquille, entouré d'arbres, parfaite pour un dîner entre amis, avait-il écrit. On a accepté. C'était un samedi de novembre. Il faisait froid, mais sec, ce genre de soirée où l'air semble porter quelque chose d'électrique, sans qu'on sache exactement pourquoi. Elena avait préparé un dessert, une tarte au citron qu'elle tenait de sa mère. Et moi, j'avais une bouteille de vin rouge que je gardais depuis des années. On voulait faire bonne impression. La route vers chez eux était étroite, bordée de pins et de maisons isolées. À mesure qu'on s'éloignait de la ville, le signal du téléphone disparaissait. Elena m'a jeté un regard inquiet, mais je l'ai rassurée. Ce sera bien, tu vas voir. On passe juste une soirée, rien de plus. Quand on est arrivé, la maison était déjà allumée. Une bâtisse en bois, simple mais charmante, avec une lumière chaude qui s'échappait des fenêtres. Gustavo nous a accueillis avec un grand sourire, presque trop large pour être vrai. Patricia était derrière lui, silencieuse, les mains jointes. Ils nous ont fait entrer. L'intérieur était cosy, presque trop parfait. Tout semblait à sa place, comme si quelqu'un avait pris des jours à organiser chaque détail. Faites comme chez vous, a dit Gustavo. Ce soir, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Sur le moment, ça m'a fait sourire. Mais quelque chose, au fond de moi, s'est légèrement crispé. Je ne savais pas encore que cette soirée allait changer tout ce que je croyais savoir sur eux et sur moi. Le dîner avait bien commencé. Autour de la table, les bougies créaient une lumière vacillante, presque intime. Patricia avait préparé un plat étrange, un ragoût aux herbes que je ne connaissais pas, mais qui avait un goût réconfortant, presque familier. On parlait de choses banales, voyages, gastronomie, musique. Elena riait beaucoup, elle semblait détendue. Gustavo racontait des anecdotes, toujours le centre de l'attention, et je l'écoutais d'une oreille, tout en buvant mon verre de vin. Puis, sans prévenir, il a posé une question. « Et comment va la petite école sur la rue Félix Duval ?» Toujours autant de circulation devant à 8 heures du matin. J'ai arrêté de mâcher. C'était l'école de notre fille, Lucie. Une information qu'on n'avait jamais mentionnée en ligne. Jamais. Même pas par message privé. J'ai échangé un regard rapide avec Elena, qui souriait encore, mais son regard avait changé. Elle pensait peut-être que je lui en avais parlé, sans m'en rendre compte. Moi, je savais que ce n'était pas le cas. Ah, oui, ça va. Toujours bondé le matin, ai-je répondu, en essayant de garder une voix neutre. Gustavo a hoché la tête comme s'il connaissait l'endroit mieux que moi. Quelques minutes plus tard, il a enchaîné, l'air de rien. C'est faux, non? Que votre immeuble n'ait toujours pas remplacé cette lumière cassée dans le couloir du 4e. Depuis combien de temps? 3 mois? 4? Je n'ai rien dit. Je me suis contenté de sourire. Mais à l'intérieur, je sentais cette sensation sourde, ce poids étrange au creux de l'estomac. Il venait de décrire notre immeuble, notre étage, un détail minuscule, mais précis. Beaucoup trop précis. Elena a posé sa main sur ma cuisse, discrètement. Elle avait compris, elle aussi. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une blague. Patricia, pendant ce temps, fixait son assiette, sans rien dire. Mais je voyais ses yeux bouger. Elle observait nos réactions. Chaque micro-expression. Chaque silence. Gustavo continuait à parler, à rire, comme si de rien n'était. Il citait des noms, des lieux. Il savait que je travaillais dans le bâtiment du centre-ville, au 4e étage. Il savait que Elena allait à son cours de yoga le mercredi soir. Il connaissait même le nom de notre chat. Notre chat. Je ne comprenais pas. À quel moment leur curiosité virtuelle était devenue. Ça, cette connaissance invasive, malsaine, intime, je me suis levé pour aller aux toilettes. J'avais besoin de souffler, de m'éloigner de cette table. Mais en passant devant le couloir, j'ai remarqué quelque chose. Un cadre accroché au mur. À l'intérieur, une vieille photo noir et blanc. Un enfant, avec un regard triste. Et derrière lui, un visage familier. Mon cœur a raté un battement. Je suis revenu à table. Et j'ai compris que ce dîner n'était pas du tout ce que je croyais. Ce n'était pas une rencontre amicale. C'était un piège. Je crois que c'est Patricia qui a parlé en premier. Sa voix était douce, presque tendre, mais les mots, eux, avaient le tranchant d'une lame froide. Et dire que vous avez cru que tout ça était le fruit du hasard, que c'était juste de la chance. Une belle rencontre virtuelle entre deux couples modernes.
Elle a levé les yeux vers Elena, puis vers moi, avec ce même sourire énigmatique. Un sourire trop calme, trop immobile. Gustavo, lui, s'était reculé dans sa chaise, les bras croisés, le regard figé sur moi comme s'il attendait une réaction ou peut-être une confession. Je n'ai rien dit. J'avais la gorge nouée. Mes mains tremblaient légèrement, sous la table. « Tu ne me reconnais pas, hein ?» a lancé Gustavo, lentement. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Et quelque chose, en moi, s'est figé. Un souvenir lointain, refoulé. Une nuit, des années plus tôt. Des cris, du sang, une lumière bleue clignotante. Une voiture accidentée. Une silhouette dans l'obscurité. Non, non, ce n'était pas possible. Tu étais là, cette nuit-là, a-t-il continué. Tu as vu ce qui s'est passé. Tu as choisi de partir. De faire comme si tu n'avais rien vu. Tu as choisi de ne rien dire. Elena m'a regardé, perdue. Ses lèvres bougeaient à peine, comme si elle voulait poser une question mais n'osait pas. Son regard tremblait, elle ne comprenait pas encore. Moi, je comprenais. C'était un événement dont je ne parlais jamais. Une nuit qui m'avait hanté pendant des années, avant de m'enfermer derrière un mur de silence. J'avais pris des décisions ce soir-là. Des décisions que personne ne devait jamais connaître. Mais quelqu'un savait. Tu t'es dit que si tu oubliais assez fort, ça n'aurait jamais existé, a dit Patricia, en s'appuyant sur la table. Mais on n'oublie pas ce genre de choses. Surtout pas quand. Elle a sorti une vieille photo pliée de sa poche et l'a déposée devant moi. Un garçon. 15 ans, peut-être. Les yeux fatigués. Le même regard que Gustavo. C'était mon frère, dit-il, sans détourner le regard. Et cette nuit-là, pendant qu'il se vidait de son sang dans le fossé, toi, tu as juste tourné le dos. Le silence dans la pièce était étouffant. Elena a reculé sa chaise, lentement, comme si elle avait peur de bouger trop vite. Elle me fixait, maintenant. Pas eux. Moi. C'est vrai, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas pu répondre. Parce qu'à cet instant, je n'étais plus dans cette maison. J'étais de nouveau là-bas, sur cette route mouillée, avec les phares cassés et l'odeur métallique dans l'air. J'entendais encore la respiration rauque. Je revivais tout. Et je comprenais, enfin, pourquoi on avait été invité. Ce n'était pas pour un dîner. C'était pour un jugement. Tout a basculé après ça. Les souris ont disparu. La tension, jusque-là palpable, s'est solidifiée dans l'air, comme une brume toxique. Gustavo s'est levé lentement, sans dire un mot, et a marché jusqu'à la porte d'entrée. J'ai entendu le clac sec de la serrure qu'on tourne, puis celui de la chaîne. Il a glissé la clé dans sa poche et est revenu s'asseoir, calmement. Patricia, elle, s'est contentée de souffler la bougie au centre de la table. D'un coup, la pièce est devenue plus sombre. Les ombres se sont allongées sur les murs. L'unique source de lumière venait maintenant d'une petite lampe au coin du salon, qui diffusait une lumière jaune, presque maladive. Elena s'est levée, paniquée. « Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez cette porte. » Gustavo ne l'a même pas regardé. Il a sorti une petite télécommande de sa poche et a appuyé sur un bouton. Un vieux lecteur CD, posé dans un coin, s'est mis à grésiller. Une chanson a commencé à jouer. Une chanson que je n'avais pas entendue depuis des années. « I will follow you into the dark ». Mon sang s'est glacé. C'était une musique que j'écoutais en boucle à l'époque, juste après l'accident. Je n'en avais parlé à personne. Pas même à Elena. Je la mettais en boucle dans ma voiture, comme un refuge. Comme un supplice. Elle était devenue la bande-son de ma culpabilité. Je me suis retourné vers Gustavo. « Comment tu sais ça ?» Il a souri. Ce sourire vide, mécanique. Parce que j'ai tout lu. Tout. Les anciens blogs. Les commentaires. Tes vieux profils sur les forums. Tu sais, quand tu écrivais pour exorciser, comme si ça effaçait quelque chose. Patricia s'est levée à son tour, tenant maintenant une boîte en bois. Elle l'a posée doucement sur la table et l'a ouverte. À l'intérieur, des objets personnels. Une vieille montre à moi que je pensais avoir perdue. Une photo de ma fille prise à l'école, sous un angle que je ne connaissais pas. Un mouchoir taché de sang. Elena a poussé un cri. Je me suis levé d'un bond, mais Gustavo s'est interposé. Pas avec violence, avec autorité. Comme quelqu'un qui tient le contrôle total d'une scène soigneusement répétée. Tu vas rester assis. Tu vas écouter. Et ce soir, tu vas sentir ce qu'on a ressenti pendant toutes ces années. Le vide. L'injustice. Le silence. La porte du couloir s'est refermée toute seule derrière nous. Un courant d'air? Non. J'avais entendu un pas. Quelqu'un d'autre?
Patricia a éteint la dernière lumière. On était maintenant dans la pénombre, avec la musique en boucle et leurs voix qui résonnaient comme des échos dans une tombe. Ils ne voulaient pas nous tuer. Pas encore. Ils voulaient qu'on se détruise nous-mêmes. Et pour ça, ils avaient un plan. Un jeu. Un jeu tordu où les règles changeaient à chaque minute, où les vérités devenaient des armes et les silences des pièges. Et dans ce jeu-là, ils étaient maîtres depuis bien longtemps. Je ne me souviens plus du moment exact où j'ai compris que nous n'allions pas sortir vivants de cette maison. Peut-être que c'était quand Elena, en larmes, m'a supplié de lui dire la vérité, toute la vérité. Ou peut-être quand Gustavo, dans un calme presque chirurgical, a sorti ce vieux dictaphone et appuyé sur lecture. Ma voix, tremblante, enregistrée il y a des années, un soir où j'avais bu un peu trop, parlant à quelqu'un sur un vieux forum vocal, confessant ce que je n'avais jamais osé dire à personne. Des détails, des regrets, des morceaux d'une vérité que j'avais voulu enterrer sous des couches d'oubli. Je me suis effondré. Je me suis mis à genoux. J'ai dit que j'étais désolé. J'ai crié, supplié. Elena me regardait comme si elle voyait un inconnu. Elle a reculé, lentement, comme si ma simple présence devenait toxique. Patricia, elle, pleurait aussi. Pas de colère, pas de haine. Juste ce chagrin brut, ancien, jamais cicatrisé. Gustavo s'est approché, a posé une main sur mon épaule. J'ai cru qu'il allait me frapper. Mais non, il m'a regardé dans les yeux et a dit « Tu ne mérites pas une mort rapide. Ce serait trop facile. » Puis il a levé les clés de la maison et les a jetées dans la cheminée où le feu crépitait lentement. « Tu vas rester ici. Vous allez rester ici et vivre ce que nous avons vécu, la peur, l'incompréhension, la lente désintégration de ce que vous croyez être une vie normale. Chaque bruit va vous faire sursauter. Chaque silence va devenir insupportable. Vous allez comprendre ce que c'est que d'être hanté. » Ils sont partis. Simplement. Par une porte arrière que nous n'avions même pas remarquée. Un passage secret dissimulé derrière une étagère, comme dans un mauvais film. Et ils nous ont laissés là. La maison était toujours verrouillée. Pas de réseau. Pas d'électricité. Et dans chaque pièce, ils avaient laissé des fragments de mon passé. Des rappels. Des objets. Des phrases écrites sur les murs. Un cauchemar mis en scène avec une précision chirurgicale. Elena ne me parle plus. Elle reste dans le salon, recroquevillée, me regardant comme un étranger. Peut-être même comme un monstre. Et moi, je suis ici, dans cette chambre froide, à écrire tout ça sur des feuilles trouvées dans un tiroir. Parce que si quelqu'un lit ces lignes un jour, il saura. Ce n'était pas une vengeance. C'était une exécution lente. Et le plus effrayant dans cette histoire, ce n'est pas ce qu'ils nous ont fait. C'est ce que j'ai fait. Et que, maintenant, je ne peux plus l'oublier. Je m'appelle Laetitia, et ce que je vais raconter ici me hante encore aujourd'hui, même si cela remonte à plus de 7 ans. C'était en 2017. J'avais 23 ans à l'époque, et je vivais à Sao Paulo. Je venais de sortir d'une relation compliquée, et pour être honnête, j'étais encore un peu perdu, vulnérable, ouverte à l'inattendu. C'est dans cet état d'esprit que j'ai rencontré Raphaël. On s'est croisés dans un café du centre-ville. Rien de spécial, à première vue. Il portait une chemise sombre, légèrement froissée, et lisait un vieux livre jauni, dont le titre m'échappe encore aujourd'hui. Mais je me souviens très bien de ses yeux. Ils étaient d'un vert étrange, presque phosphorescent. Quand nos regards se sont croisés, j'ai eu un frisson. Pas de peur, non. Quelque chose de plus profond, comme si je le reconnaissais d'une autre vie. Il m'a parlé. Il avait une voix grave, calme, presque hypnotique. La conversation s'est enchaînée naturellement. On a parlé pendant des heures, comme si le monde autour de nous avait disparu. Il semblait deviner ce que j'allais dire, comme s'il lisait en moi. J'ai senti un lien instantané, irréel. À la fin de la soirée, il m'a proposé de le revoir. J'ai accepté, sans hésiter. On s'est vu encore 2 fois cette semaine-là. Chaque moment avec lui était intense. Pas seulement physiquement. Il y avait cette sensation étrange que le temps ralentissait quand j'étais avec lui. Comme si quelque chose de plus grand était en jeu. Il me regardait parfois en silence, longuement, et disait des choses bizarres, comme « Tu ne devrais pas t'attacher à moi. Je suis juste de passage. » Puis, un matin, il a disparu. Plus de messages. Son numéro ne fonctionnait plus. Les réseaux sociaux avaient été supprimés. Je suis retourné au café, j'ai demandé autour de moi. Personne ne l'avait vu.
comme s'il n'avait jamais existé. Au début, j'ai cru que c'était moi, que j'avais tout imaginé ou que j'avais été victime d'un jeu cruel. Mais plus le temps passait, plus une certitude grandissait en moi. Ce n'était pas un homme ordinaire. Et son départ n'avait rien d'un simple silence radio. Raphaël s'était volatilisé, littéralement. Et c'est à ce moment-là que mes cauchemars ont commencé. 5 ans ont passé. Je ne pensais plus à lui tous les jours, mais il restait quelque part, en arrière-plan de ma mémoire, comme une cicatrice fine qu'on oublie, jusqu'à ce qu'on la touche. J'avais reconstruit ma vie, plus ou moins. Un nouvel appartement, un nouveau travail, quelques histoires sans importance. Mais rien qui m'ait marqué comme ce bref passage de Raphaël dans ma vie. C'était un mardi soir, en août 2022. Je venais de rentrer chez moi quand j'ai vu la notification, un message d'un numéro inconnu. Tu te souviens encore de moi? Je suis désolé d'avoir disparu. J'aimerais t'expliquer. Si tu acceptes, je suis prêt à te revoir. Je suis resté paralysé pendant de longues secondes. Mon cœur battait comme s'il allait exploser. Le message ne disait pas son nom, mais je savais. Au fond de moi, je savais que c'était lui. J'ai répondu, la main tremblante. J'ai posé des questions. Il a confirmé. Oui, c'était Raphaël. Enfin, il disait s'appeler André maintenant. Il m'a expliqué, par bribes, qu'il avait dû disparaître à cause de quelque chose de plus grand. Qu'il n'avait pas eu le choix. Qu'il avait été en danger, et moi aussi, sans le savoir. Je ne comprenais rien. Il ne voulait pas tout écrire. Il disait que c'était trop risqué, que certaines choses devaient être dites face à face. Et surtout, qu'il était enfin prêt à me dire la vérité. Il m'a proposé de venir le voir. Il vivait maintenant dans une région isolée, à quelques heures de route, dans une sorte de cabane à l'orée d'une forêt. Il m'a juré que je ne risquais rien, qu'il voulait juste fermer un cycle. Je savais que c'était stupide. J'avais 1000 raisons de dire non. Mais au lieu de le bloquer comme une personne saine d'esprit l'aurait fait, j'ai dit oui. Peut-être parce que j'avais besoin de réponses. Peut-être parce qu'une part de moi l'aimait encore. Ou peut-être parce qu'il y avait quelque chose en lui que je ne pouvais pas fuir. Comme un aimant. Comme une force obscure que je ne comprenais pas, mais qui m'appelait. La route jusqu'à lui m'a paru interminable. 3 heures à travers des petites villes, puis des chemins de terre étroits, entourés par une forêt si dense que la lumière du soleil semblait filtrer à peine à travers les feuilles. Il m'avait envoyé les coordonnées exactes par message, pas d'adresse, pas de réseau une fois passé la dernière station-service. Quand je suis arrivé, le silence était presque oppressant. La cabane était plus grande que je l'imaginais, construite en bois brut, avec un air abandonné. Il n'y avait pas d'autres maisons à proximité. Juste des arbres, des bruits d'insectes, et cette impression sourde d'être observé. Raphaël, ou plutôt André, m'attendait sur le perron. Il avait changé. Ses cheveux étaient plus longs, une barbe fine entourait son visage. Il semblait plus maigre, plus fatigué. Mais ses yeux étaient toujours les mêmes. Profonds, hypnotiques, inhumains. Il m'a accueilli avec un sourire doux, presque triste. Il m'a serré dans ses bras, et un frisson a traversé ma colonne. Je n'arrivais pas à savoir si c'était de l'émotion ou un pressentiment. À l'intérieur, l'air était lourd. Une odeur étrange, un mélange de bois humide et de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Des symboles étaient gravés dans les murs, des formes géométriques, des cercles entrelacés, certains peints en rouge foncé. Je n'ai rien osé demander tout de suite. Il m'a offert du thé, m'a dit que je pouvais rester quelques jours, le temps qu'il m'explique. La première nuit, il a fermé toutes les fenêtres, verrouillé les portes avec des cadenas de l'intérieur. J'ai trouvé ça étrange, mais je n'ai rien dit. Il m'a simplement regardé et dit « Ici, la nuit, il faut faire attention à ce qu'on laisse entrer. Même les pensées. » J'ai mal dormi. Des craquements dans les murs. Des pas, peut-être, dehors ou en haut. Et puis ce murmure. Bas, comme si quelqu'un parlait à travers les murs. Au matin, il m'a dit que j'avais rêvé. Mais il avait les yeux cernés, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Chaque nuit, c'était pire. Les murmures devenaient plus forts. Parfois, il disait mon prénom. Et Raphaël, il changeait. Il devenait distant, inquiet, presque paranoïaque. Il me fixait parfois longtemps, comme s'il cherchait quelque chose en moi. Puis, il écrivait frénétiquement dans un vieux carnet, qu'il rangeait toujours sous son lit. Le 3e jour, j'ai voulu partir. Il a souri, mais il n'a pas ouvert la porte. Tu ne comprends pas encore, Laetitia. Si tu sors maintenant, ils te suivront. Et moi, je ne pourrai plus te protéger.
C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas venu ici pour des réponses. J'étais venu ici pour être gardé. Je ne savais plus depuis combien de temps j'étais là. Les journées se confondaient. La lumière à l'intérieur de la cabane était toujours la même. Pâle, irréelle, presque figée. Raphaël devenait de plus en plus étrange. Il parlait seul, murmurait dans une langue que je ne comprenais pas, et il refusait toujours que je sorte. Pas encore, répétait-il. Tu n'es pas prête. Un soir, alors qu'il était sorti chercher du bois, du moins, c'est ce qu'il m'a dit, j'ai décidé de fouiller. Quelque chose me hurlait que je devais comprendre ce qu'il se passait ici, avant qu'il ne soit trop tard. Je suis descendu à la cave. Une trappe dissimulée sous un vieux tapis grinçait à peine quand je l'ai soulevée. En bas, l'air était glacial, plus froid que dehors, et une odeur de métal et de terre humide m'a frappé au visage. À la lueur de mon téléphone, j'ai vu des étagères, des bocaux remplis d'objets indistincts, et au fond, une vieille malle en fer, verrouillée par une chaîne rouillée. Mais le cadenas était à moitié brisé. J'ai tiré. Il a cédé avec un bruit sec. À l'intérieur, il y avait moi. Des photos de moi, prises à travers des fenêtres, dans la rue, dans mon sommeil. Certaines dataient de 2017. D'autres, de cette semaine. Il m'observait depuis le début, peut-être même avant notre rencontre. Il y avait aussi un carnet. Il contenait des croquis, des symboles occultes, des cercles de sel, des silhouettes floues aux yeux vides. Des pages entières décrivaient des rituels, des étapes, comme un guide. Mon prénom apparaissait partout. Parfois seul, parfois entouré de mots que je ne comprenais pas, offrande, pont, hôte. Et puis, entre deux pages, un article jauni. Un vieux journal local. Disparition inexpliquée d'une jeune femme dans la forêt de Ribera, son corps jamais retrouvé. La photo, c'était moi. Mais je n'ai jamais disparu. Pas en 2017. Pas selon ma mémoire. Sauf si, ce n'est pas ma mémoire. J'ai senti quelque chose bouger derrière moi. Une respiration. Lente. Froide. J'ai tourné la tête, mais il n'y avait rien. Rien, sauf cette sensation glacée de ne plus être seul. Ce que j'ai compris, dans cette cave, m'a brisé. Raphaël n'avait jamais disparu. Pas vraiment. Ce qui était revenu n'était pas lui. Ou alors, il n'était plus entier. Il avait été ouvert, transformé, par quelque chose de plus ancien, de plus noir que la mort elle-même. Et maintenant, cette chose me voulait moi. J'ai essayé de fuir. Je suis monté à toute vitesse de la cave, le cœur battant si fort que j'en avais mal à la poitrine. J'ai couru vers la porte d'entrée, j'ai tiré de toutes mes forces sur la poignée verrouillée. Les fenêtres aussi, clouées, comme si la maison elle-même refusait de me laisser partir. J'ai hurlé. J'ai frappé, lancé des objets, tenté de casser une vitre avec une chaise. Rien ne bougeait. Le bois ne se brisait pas, comme si tout avait été ensorcelé. Ou pire, vivant. Raphaël est revenu peu après. Calme, serein, même. Il m'a regardé comme un père regarderait une enfant en colère. Il a simplement dit « C'est normal que tu résistes. C'est la dernière étape. Bientôt, tu comprendras. » Il m'a tendu la main. Je l'ai repoussé. C'est là que son visage a changé. Littéralement. Comme si quelque chose sous sa peau bougeait. Ses yeux ont noirci, ses traits se sont étirés, son sourire est devenu inhumain. Et sa voix n'était plus la sienne. Elle est prête. Je me suis réfugié dans une chambre, j'ai poussé une commode contre la porte et j'ai attrapé mon téléphone. Évidemment, pas de réseau. Mais j'ai ouvert l'enregistreur vocal. C'est tout ce que je pouvais faire, laisser une trace. Si quelqu'un trouvait ça, il saurait ce qui s'est passé. Peut-être. Ma voix tremblait, je pleurais, je parlais vite. Je racontais tout. La cabane, Raphaël, les photos, les symboles, la chose. Et puis, il y a eu un bruit. Comme si les murs respiraient. Lentement, profondément. Et des pas. Mais pas des pas humains. Quelque chose de plus lourd, plus gluant. La porte a commencé à se tordre. Les gonds ont crié. C'est là que l'enregistrement s'est coupé. Quelques semaines plus tard, des randonneurs ont retrouvé un téléphone abandonné en forêt, à des kilomètres du sentier principal. Il n'y avait aucun corps. Juste l'enregistrement. Flou, incomplet. On entendait ma voix. Puis des bruits étranges. Des murmures dans une langue oubliée. Et, à la fin, une voix qui n'était pas la mienne, qui disait « Elle est en sécurité, maintenant. Elle ne partira plus jamais. » Et le plus terrifiant, c'est que ce numéro, le mien, répond encore aujourd'hui. Une voix douce décroche,
Parfois, elle dit s'appeler Laetitia. Mais ce n'est pas ma voix. Ce n'est plus moi.